Alors, au son de la musique, je vais vous inviter à vous lever pour accueillir aujourd'hui, comme il se doit, Madame Aurore, accompagnée de sa famille. Je vous invite, pour ceux et celles qui le peuvent, à vous asseoir à ce moment-ci. Petit test de son. Bonjour tout le monde. OK, ça me rassure. Mon nom est Jeannot Rancourt. Je travaille ici. Aujourd'hui, je suis le maître de cérémonie qui va vous guider dans cette célébration qui a été préparée avec tant de respect, tant d'amour. Et vous avez voulu, France, faire, je dirige mon regard d'abord vers vous, faire de cette célébration-là un moment de gratitude, pas de tristesse, de gratitude. S'il y avait un mot qu'on veut retenir, c'est un grand M-E-R-C-I. Merci. Et moi, en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe du cimetière, d'abord, je veux exprimer nos plus sincères condoléances aux membres de la famille. Et je me permets de pouvoir nommer une première personne qui est en lien avec nous, mais par la magie du web, son fils Serge, et d'autres membres de la famille qui sont, ou des amis, qui sont par le biais du... Je fixe mon regard vers la caméra pour leur dire comment on est unis de cœur avec ces personnes, avec eux, avec elles. Donc, à ces 5 enfants, Serge, France, Louise, André, Pierre, avec vos conjoints et conjointes, aux 10 enfants et 10 arrière-petits-enfants. J'ai entendu tantôt le nom de Charlotte. Elle était petite, mais je pense qu'il y en a une plus petite encore, ou un plus petit. À ses beaux-frères, belles-sœurs, les autres parents et amis qui sont ici aujourd'hui, soyez bienvenus. Madame Aurore était la cadette de la famille, puis la dernière de sa lignée. Et aujourd'hui, je m'en voudrais de ne pas souhaiter la bienvenue à quelqu'un qui nous a accompagnés de son talent, ou de ses talents, parce qu'il y a plusieurs cordes à son violon, M. Martin Verrette, à qui je souhaite la bienvenue, et je vous demanderai à ce moment-ci de pouvoir nous interpréter une première pièce d'entrée
dans cette célébration. Aujourd'hui, je veux vous rassurer, ce n'est pas moi qui prends la parole. Je suis juste là pour accompagner, pour guider. De telle sorte que il y a des symboles qui sont ici, placés déjà sur cet autel, l'urne dans laquelle on retrouve Madame Aurore, qui est allée rejoindre son amoureux, M. Jean-Guy. Les fleurs qui sont ici, vous avez vu le geste, comment il était magnifique. Si je vous dis que les fleurs, ça représente chacun et chacune de vous, les petits-enfants le savent, eux. Ouais. Ça représente chacun et chacune de vous. C'est le plus beau jardin qu'elle s'est amusée à entretenir au cours de sa vie. Ces liens d'affection, d'amitié qu'on tisse au jour le jour. Ça représente la beauté de la vie et sa fragilité aussi. Maintenant, il y a une prise de parole, des prises de parole qui sont faites à tour de rôle. Et je vais inviter en premier lieu son fils André à venir rendre l'hommage qu'il a dans le cœur pour sa maman. Je l'invite à venir prendre la parole. Merci, M. Rancourt. D'abord, je tiens à vous remercier tous et chacun de vous être déplacés pour rendre hommage à notre mère, qui évidemment prenait beaucoup de place dans nos vies. Mais, contrairement à ce que M. Rancourt a mentionné, je ne suis pas ici pour vous faire part de mon propre hommage. C'est que Serge devait être ici et s'exprimer en premier, l'aîné de la famille. Serge, malheureusement, a attrapé la COVID dans les derniers jours et n'a pas pu faire le déplacement pour être parmi nous aujourd'hui. Mais comme M. Rancourt mentionnait, il est avec nous de façon virtuelle. Et je lui ai offert de lire le texte qu'il avait préparé, qui est un très beau texte sur ma mère, qui est davantage un rappel historique des grands moments de sa vie, qui va sans doute, pour plusieurs d'entre vous, vous rappeler des souvenirs
plus anciens, puis pour d'autres, les plus jeunes, les plus enfants, peut-être les apprendre à mieux connaître notre mère. Donc, voici, encore une fois, c'est Serge qui s'exprime. Ces paroles ne pourront pas être retenues contre moi. J'ai préparé ces quelques mots qui s'adressent à la femme remarquable qui était ma mère. Aurore Couturier est née le 26 avril 1933 à Amkoui, dans une famille de 12 enfants répartis également entre garçons et filles. La petite fille d'environ 3 ans qu'on a vue sur les photos tout à l'heure portait un grand respect à ses parents et était proche de ses sœurs. Elle vouait une grande admiration à son père. Il était grand, un homme de peu de mots qui opérait avec aplomb son commerce de laitier et était un homme respecté dans la communauté. Il lui rendait bien l'appareil puisqu'elle était sa petite favorite, à tout le moins, selon elle, parce que c'est ce qu'elle nous racontait. Sa mère, attristée par l'histoire malheureuse d'une petite Aurore du Québec de l'époque, voulait que sa fille soit la version heureuse d'une petite Aurore dans le bas du fleuve. Maman aimait beaucoup l'école. Lorsqu'elle compléta ses classes régulières, une école de Rimouski offrit à Amkoui un cours de commerce d'une durée d'1 année. Sa mère estimait que ce n'était pas utile. « Aurore, tu vas te marier et avoir des enfants, tu n'auras pas besoin de ces cours. » Elle s'adressa donc à son père qui lui donna l'argent pour le cours. Elle était très motivée et finit première de classe. Toute sa vie, elle était très fière d'avoir fait son cours de commerce. Au printemps 1950, le beau Jean-Guy trouva le chemin jusqu'à sa porte pour l'inviter à une sortie. Mes parents n'utilisaient pas des mots comme un coup de foudre, mais apparemment, ils se sont vus fréquemment durant toute la saison estivale. Ma mère raconte, à l'automne, il voulait se marier, celui-là. Je lui ai dit, Jean-Guy, on ne peut pas se marier, j'ai 17 ans, mes parents ne voudront jamais. Une réponse qui continue de m'étonner venant de ma mère. Apparemment, il l'avait déjà conquise et il ne lui restait qu'à convaincre les parents. Ils se marièrent 4 ans plus tard, le 23 juin 1954. Les choses avaient peu changé durant ces 4 années. Aurore vivait toujours avec ses parents. Ses frères et sœurs avaient presque tous quitté la maison familiale et avaient établi leur propre famille. Son père était à la retraite et elle passait une grande partie de son temps à visiter ses sœurs et les aider avec des familles déjà nombreuses. Jean-Guy était parmi les aînés d'une famille beaucoup plus jeune et plus nombreuse, tous encore à la maison familiale. Il avait travaillé jusqu'alors à la ferme qui soutenait la famille. Après s'être marié, il était un cultivateur sans terre à cultiver pour fonder sa famille. Par nécessité, Aurore et Jean-Guy allaient devoir ouvrir de nouvelles voies pour supporter leur famille. C'est finalement sur la côte nord qu'il trouva le filon qui allait lui ouvrir le développement professionnel de toute sa vie. Il trouva un emploi comme homme de cour chez un distributeur de matériaux de construction. C'était un travail physique qu'il aimait et il découvrait les matériaux et les méthodes utilisées dans l'industrie de la construction. Un intérêt qu'il conserva tout au long de sa vie. Il était à cette île pour des périodes continues et revenait à Amkoui pour de courtes périodes. 2 ans après leur mariage, Aurore donna naissance à un beau garçon de plus de 10 livres. Je rappelle ici que c'est Serge qui parle de lui-même. Le destin voulut qu'au même moment où elle accouchait, sa sœur soit aussi admise pour accoucher. Des complications importantes devaient mener au décès malheureux de sa sœur à la suite de la naissance d'un garçon. Le décès de sa sœur favorite dans les conditions rudimentaires du petit hôpital d'Amkoui devait laisser une marque profonde. Une des rares situations que ma mère ne pouvait raconter sans que sa voix trahisse les émotions qu'elle en conservait. Elle voyait une représentation de la situation des femmes, de l'influence du clergé et surtout de sa ferme volonté d'être maître de sa destinée. 6 semaines plus tard, elle se retrouvait à l'aéroport de Montjoly avec sa mère et toutes deux pleuraient. Sa mère l'implorait de rester quelques mois supplémentaires pour prendre des forces et pour l'aider à prendre soin du bébé. Sa réponse était la suivante. « C'est son fils, à lui aussi, il faut que j'aille à cette île. » Elle allait rejoindre mon père et ils seraient inséparables pour les 62 années suivantes jusqu'à son décès. La vie de Jean-Guy à cette île suffisait à un homme vivant seul et concentré sur son travail.
La venue de Aurore avec un bébé allait rapidement changer les besoins. Jean-Guy progressait dans son travail et on lui demandait occasionnellement d'aider à la prise des commandes des clients au comptoir. Écrire était encore difficile pour lui. Il mémorisait les mots qu'il ne connaissait pas et après le souper, il apprenait à écrire ces mots avec maman à la table de cuisine. Toute sa vie, il conserva cette main d'écriture avec des caractères larges et géométriques qu'il avait apprises de Aurore. Aussitôt qu'il put obtenir un emprunt bancaire, ils bâtirent ensemble leur première maison. Rapidement, la maison était agrandie et Aurore avait maintenant un commerce de chambres à louer. Les photos de cette époque témoignent de groupes nombreux et d'une atmosphère festive. La vie progressait rapidement pour la petite famille. 7 ans après l'arrivée d'Aurore à Sept-Îles, il prenait l'avion vers Québec avec 4 enfants en plus du petit dernier qui était déjà conçu. Jean-Guy était représentant sur la route pour un distributeur de matériaux de plomberie et de chauffage. Il était absent 3 semaines sur 4 pour des séjours de 2 à 4 jours selon le territoire visité. Aurore s'occupait maintenant d'une famille de 5 enfants, dont un nourrisson, dans une ville qu'elle connaissait peu, sans moyen de déplacement durant les absences de son mari. D'une grande maison pleine de monde, elle passait à une plus petite maison avec ses 5 enfants. Elle avait toujours des projets, notre mère, à réaliser. Confectionner des vêtements d'enfants pour des photos de famille, agrandissement et rénovation de la maison. Une fois que les 5 enfants ont trouvé le chemin de l'école, elle était prête pour un plus grand projet. Une opportunité d'acquisition d'un commerce de vente au détail de vêtements pour enfants se présentant. Jean-Guy emprunta personnellement du propriétaire de l'entreprise où il travaillait pour obtenir le capital exigé par la banque. Aurore était maintenant propriétaire du Petit Chaperon Rouge. L'énergie et la capacité de travail d'Aurore dans ce contexte étaient apparemment sans limite. Après une période d'apprentissage, elle était prête à ouvrir un second magasin, puis à faire l'acquisition d'un 3e et finalement en ouvrir un 4e. Son père aurait été vraiment fier d'elle. Aurore était très fière des résultats de son entreprise et du soutien qu'elle contribuait à la famille. Son objectif principal était l'éducation des enfants. Au milieu des années 80, les changements démographiques et le ralentissement économique provoquaient une crise dans le secteur des vêtements pour enfants. Après de nombreuses années de travail intense, Jean-Guy et Aurore se préparaient à une nouvelle phase de leur vie. Aurore procéda à la fermeture graduelle de ses magasins et Jean-Guy prit sa retraite. Aurore avait 60 ans lorsqu'elle apprit qu'elle était atteinte d'un cancer. Lorsque mon père m'a joint au téléphone pour m'annoncer la nouvelle, ma première pensée a été que maman n'était jamais malade. Et pourtant, c'était la nouvelle réalité. Hospitalisation, tests, traitement, repos, de façon continue et pour des mois. C'était vraiment difficile. Jean-Guy était partout pour la supporter et l'aider, mais il était très inquiet. Lentement, de meilleures nouvelles ont commencé à émerger concernant les résultats des traitements et son moral s'améliora. Éventuellement, les traitements furent complétés, mais la crainte d'un retour était toujours présente pendant plusieurs années. Aurore était une survivante du cancer et c'est avec beaucoup d'humilité qu'elle appréciait sa chance. Après plusieurs belles années heureuses, ils commençaient à consolider leur vie autour de leur maison à Sainte-Foy et à ralentir le rythme des déplacements. La santé de papa était déclinante et c'est une Aurore en santé qui était la force vivante et positive qui soutenait le couple. Le départ de Jean-Guy en 2018 était un événement dont nous redoutions tous les conséquences sur la santé de maman. Après le choc initial, elle retrouva éventuellement sa sérénité, mais la maladie d'Alzheimer progressait lentement. C'était toujours la même personne heureuse et intéressée toutefois par les nouvelles de la vie de la famille. À la visite de chacun des enfants, une fois qu'elle les reconnaissait, elle disait toujours « Je suis donc contente de te voir. Comment ça va? » Toujours avec un grand sourire et un regard engageant. La maladie continuait de progresser, mais il y avait toujours des indications que c'était bien la même maman et qu'elle était consciente de sa situation et de son environnement. Lors d'un séjour récent à l'hôpital, elle s'adressa à France en lui demandant
Ma vie achève, hein? Le regard était déjà plus distant. Quelque temps plus tard, elle refusait de manger ou de prendre ce que les préposés lui servaient. Une des préposées mentionnait en France, « En tout cas, votre mère, elle a du caractère. » J'aime penser qu'Aurore sera restée maître de ses choix jusqu'à ses tout derniers instants. Une expression que Aurore et Jean-Guy aimaient répéter était « Nos enfants sont notre plus grande richesse. » La famille avait toujours été leur plus grand projet. La venue des petits-enfants et arrière-petits-enfants était leur plus grande joie. Le miracle de la vie se poursuivait et leur procurait le plus grand bonheur. Chère maman de tous tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants et même de ton arrière-arrière-petite-fille, merci pour le cadeau de la vie. Voilà. Donc, merci Serge pour ce beau texte. Je pense que c'est très apprécié. Merci. Maintenant, j'inviterai ma sœur France à venir rendre hommage à son tour à notre mère. Merci. OK. Oui, parfait. Alors, je vais tenter de bien faire ça. Merci, maman, pour tout. Pour tout ce que tu m'as appris, pour tout ce que tu m'as offert, pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour tout ce que tu m'as dit, tes bons mots seront souvent utiles à ma vie. Maman avait un cœur gros comme le monde. Elle voulait toujours faire plaisir à tous. Elle nous a beaucoup gâtés. Elle disait toujours que ce qu'elle avait de plus précieux, c'était sa famille. Elle nous répétait régulièrement « Soyez heureux ». J'ai bien appris auprès de maman et aujourd'hui, je peux vous dire que moi aussi, j'ai de... Ça va. Ce que j'ai de plus précieux, ce sont mes enfants, mes petits-enfants et mon arrière-petite-fille. Isabelle Mathieu, Julie Anthony, Caroline, Christian, Claudia, Gabriel Félix, Rosalie Jérémy, Charlie-Rose Elliott, Clémentine et Charlotte. Ah, ça va. J'ai eu le bonheur de travailler avec maman dès l'âge de 13 ans à la boutique Le Petit Chaperon Rouge. Elle m'a appris toutes les tâches du commerce, les ventes, les achats, l'étalage des vitrines, la comptabilité. Un plaisir qui a duré plusieurs années. Sa seule déception était que je ne voulais pas poursuivre mes études à l'université. Pour elle, les études étaient très importantes et il fallait avoir de bonnes notes. Mais comme j'aimais ce travail, je ne désirais pas faire autre chose. Elle a été une très bonne femme d'affaires et elle fut une très bonne patronne pour ses employés. Le travail était un plaisir pour elle. Papa disait tout le temps, elle fait craquer ses sacs et elle aime ça. Et les 4 sacs étant les dépôts journaliers de ses boutiques. Elle a su profiter d'une belle retraite en Floride et a développé ses talents en peinture et au golf. J'ai passé beaucoup de temps avec mes parents au cours des dernières années. Papa voulait que j'aille souper avec eux à chaque semaine. Ce fut le mardi, longtemps, sur la rue Gingras, jusqu'à ce que Dominique, ma belle-sœur, me confie que ça fatiguait maman. Maman ne me l'avait jamais dit, ne voulait pas me faire de la peine, et de mon côté, je ne voulais pas leur dire que ça ne me convenait pas toujours le mardi. Après, ce fut réglé jusqu'à ce qu'ils déménagent à Quartier-Sud, où les soupers ont repris à la salle à manger, mais selon ma convenance. C'était un bonheur de les voir et de s'asseoir avec leurs amis après le souper au salon vert. La routine continua après le déménagement de maman au 2e étage, l'étage où elle avait ses soins. À chaque semaine, lors de mes visites, je prenais de ses nouvelles et elle avait le talent de contrôler nos conversations. De ne pas parler de sa situation, mais plutôt de me poser des questions sur ma vie à moi. « Qu'est-ce que tu as de nouveau, France? » Et la question qui tue, « As-tu un chum? » Celle-là, malgré l'Alzheimer, elle ne l'oubliait jamais. Lorsque je lui posais une question et qu'elle ne se souvenait plus de la réponse, elle me disait « Ah là, tu me poses une colle. » À ma question « Combien as-tu eu d'enfants? » Elle répondit « Sûrement 15. » Elle dit, je me trompe peut-être, ça fait beaucoup ça, hein? Au fil de la maladie, elle faisait un bilan de sa vie et disait qu'elle avait eu une très belle vie, qu'elle était chanceuse grâce à ses enfants.
Je communiquais avec mes frères et ma sœur par FaceTime lors de mes visites pour qu'elles puissent les voir et prendre de leurs nouvelles. Elle ne se plaignait jamais et réalisait que sa vie achevait. Elle disait « Ça ne me dérange pas, je suis prête à l'accepter ». Elle me demandait ce qu'elle avait comme maladie pour être si perdue et être à l'hôpital de Lévis. Je lui disais que c'était l'Alzheimer. Elle m'a répondu « Zut, j'ai dû attraper ça ici ». Quelques jours avant son décès, lors de ma visite, elle était bien réveillée, de bonne humeur. Elle me disait qu'elle allait très bien. Ça, c'est quelques jours avant de mourir, là, qu'elle allait très bien. Elle m'a pris la main et l'a tenue longtemps en me la serrant. Et elle me flattait avec son pouce. Mamie a flatté tout avec son pouce. Puis, elle m'a embrassé la main et l'a reposée doucement sur elle. Je lui ai dit « Bien, merci pour le bisou ». Elle m'a souri et s'est endormie. Ce fut sa façon de me dire « Au revoir, je t'aime ». Elle a été dans un sommeil profond par la suite à chacune de mes visites. J'ai eu la chance d'être à ses côtés le 8 février dernier, tout en douceur, avec musique et chandelles. Elle est partie tout naturellement. Merci, maman, pour tout. C'est ça, la famille. Comme vous allez voir, ma mère, de la façon qu'on percevait ma mère, on va se répéter un peu, mais ma mère était comme ça. Merci à tous aujourd'hui d'être ici pour dire au revoir à notre mère. Notre mère était une femme travaillante, curieuse, bienveillante et généreuse. Tout le monde aimait la belle Aurore. Elle était une personne dédiée et attentive envers les gens qu'elle aimait. Je reviens sur le mot généreuse. Elle l'était lorsqu'elle recevait. C'était une hôtesse qui avait les petites attentions pour tous ses invités. Elle l'était aussi avec ses petits-enfants qu'elle adorait. Notre mère était une femme aux 1000 talents. Je n'ai jamais entendu dire « je ne suis pas capable ». Ça ne faisait pas partie de son vocabulaire. Elle excellait dans tout ce qu'elle faisait. Entrepreneur et propriétaire unique de 4 boutiques de vêtements pour enfants, je mentionne unique parce que pour elle, c'était important d'avoir sa business comme mon père avait la sienne. Elle était fière d'être une femme indépendante. Il n'y avait rien à son épreuve. Femme d'affaires, elle pouvait se transformer en paysagiste qui transplantait pas des petits arbustes, des arbres sur le terrain, ou en couturière pour faire ses rideaux et ses housses de couette, ou en cook dans la cuisine pour faire des soupers avec flambée. J'ai encore le souvenir de ces dimanches qui étaient consacrés au lavage de vêtements pour refaire les valises des petits gars qui repartaient au séminaire pour la semaine. Elle n'était pas facile à suivre. Débordante d'énergie, notre mère pouvait faire des journées de 18 heures, en y ajoutant la confection d'une douzaine de tables, par exemple. Je peux vous dire que malgré toutes ces occupations, elle supervisait sans relâche nos notes à l'école. L'éducation de ses enfants était primordiale et l'amour de sa vie aussi. Maman était une femme dédiée 100% à son amoureux, son beau Jean-Guy, comme elle le disait. Ils formaient un duo très complice. Elle avait toujours un projet de rénovation dans la maison ou un projet de condo dans le sud ou ailleurs. Son beau Jean-Guy était toujours prêt à la suivre. Nous gardons un beau souvenir d'une femme accomplie, heureuse, amoureuse et fière de ses 5 enfants. Merci, Mamie, de m'avoir légué un beau coffre à outils de la vie. Dans ce coffre, il y a plein de souvenirs, de valeurs, de principes qui m'ont servi et qui continueront à me servir toute ma vie. Tu m'as transmis l'art de vivre heureuse en prenant soin des gens que j'aime. Tu me transmis la joie de faire des confitures, des pâtes à la viande, des biscuits de Noël de toutes sortes pour ensuite les partager. Cette tradition, je la garde toujours pour la transmettre à mes petits-enfants. Merci à notre très précieuse maman. Il y a tant de choses que nous aimerions encore dire.
Elles sont blotties au chaud dans notre cœur. Je suis sûre que là où elle y a accès. Nous la gardons dans notre cœur toujours et toujours. Avec tout notre amour, repose en paix avec ton beau Jean-Guy. Si vous me permettez, nous allons maintenant faire un saut d'une autre génération, puisque je vais inviter un petit-fils, mais peut-être de petit que le nom, le mot. C'est Charles que j'invite, Charles Brunet, à venir prendre la parole. Ma chère mamie, aujourd'hui, c'est un grand privilège que j'ai de prendre la parole afin de te rendre hommage, mais surtout pour partager à nous tous qui tu as été pour moi, le chemin que nous avons parcouru ensemble. Il est clair que tu as été une personne marquante dans ma vie, mais il y a plus. Tu as grandement aidé à devenir qui je suis aujourd'hui devant toi. Parcourons ensemble ce que nous avons vécu en 3 points. Mon enfance difficile, nos parties de golf et le jour où tu m'as donné ton auto. D'abord, tout le monde le sait que tu avais une grande générosité dans les beaux moments, mais tu l'avais aussi dans les moments difficiles. Et la séparation de mes parents en est le meilleur exemple. Tu le sais que moi et ma mère avons passé par des montagnes russes avec mon père. Je vais épargner les détails, tu les connais déjà. Lorsque on était assis, ma mère, toi et papy, tu m'avais montré comment me défendre face à mon père. Un de vos talents que toi et papy aviez en commun, savoir comment parler aux gens. Tu disais à ma mère, je ne suis pas inquiète pour Charles. Deuxièmement, les parties de golf au lac Saint-Joseph. Tu me présentais et je jouais avec tes amis de golf. Je me souviens de la première partie, j'avais bien joué, même que j'avais cassé le sang. Tu avais été surprise. De ce fait, la même année, tu avais fait ton trou d'un coup. Et il y a 2 ans, je suis retourné au lac Saint-Joseph avec des amis et j'ai montré le fameux par 3 où ma grand-mère avait fait son trou d'un coup. Troisièmement, le jour où tu m'as donné ton auto, je ne sais pas si c'est le destin, on était à Sherbrooke, moi et ma mère, on était sur le bord d'acheter ma première auto et on reçoit un téléphone de ta part qui nous annonce que je donne mon auto à Charles. Et je te cite, « Ils veulent me faire passer des examens de conduite, ils ne m'auront pas ceux-là, ils veulent me faire stationner dans des raccoins impossibles. » Papy, de son côté, je cite, il disait « Tu parles d'une bonne idée. » Mais mamie, c'est plus qu'un auto que tu m'as donné, qui a été accidenté quelquefois, je le mentionne. Tu m'avais dit, je te fais confiance pour t'aider à réussir ton université et pour que tu aies toutes les chances de te compter. En une période où je ne croyais pas vraiment en moi, cette journée-là a été mémorable. À partir de là, j'ai explosé. J'ai atteint mon rêve d'être un niveau 4 et de réussir. Et récemment, malgré les montagnes russes que j'ai parcourues, j'ai réussi à réussir l'examen de CPA comptable agréé. Pour débuter ma carrière comme contrôleur chez Cascade, une entreprise que tu prônais beaucoup. Tout ça, car tu me disais toujours, t'es capable. Tu seras toujours une source d'inspiration, de rigueur, du travail bien fait et que j'applique quotidiennement dans mon travail. La dernière fois que je t'ai vu, l'été dernier chez France, je me suis approché de toi avec ma mère. Tu m'as tout de suite reconnu.
Mais je voyais dans tes yeux que tu me disais, Charles, mission accomplie. Tu as réussi. Le 8 février dernier, tu nous as dit que c'était le temps d'aller rejoindre Papy. C'était douloureux de te voir partir, mais tu resteras toujours dans mon cœur. Merci, mamie, je t'aime. Merci, champion. Je voudrais donner la parole maintenant à Madame Isabelle Mecteau, qui, je pense, ne sera pas seule. Clémentine sera là? D'accord. J'ai fait ça court parce que... OK. Alors, moi, j'étais ici avec une intention de célébrer la vie de mamie parce que je trouve qu'elle a eu une vie extraordinaire puis que c'est un beau moment puis c'est le fun de voir tout le monde. Fait que pour moi, c'est une célébration. Donc, c'est ça. Fait que d'abord, il faut savoir que moi, j'ai eu la chance d'être la première petite fille de mamie. Puis ça a l'air que c'est un big deal. Ça a l'air que... ça a l'air que j'étais bien chouchoutée. Je m'en rappelle pas, là, mais ça a l'air que c'était quelque chose. J'en ai entendu parler. Puis notre mamie d'amour, je ne sais pas si elle était consciente de l'impact qu'elle a eu et qu'elle continue d'avoir sur les gens autour d'elle. Elle était une grande, grande source d'inspiration pour moi. La femme qui fonce, qui croit en ses rêves, qui ne se laisse pas marcher ses pieds. L'amoureuse qui aime son papy d'un amour infini, c'est un modèle pour moi, avec mon amoureux. On espère se rendre jusque-là. Ça fait quand même presque 25 ans. On va l'avoir, on va l'avoir. La maman qui est tellement fière de chacun de ses enfants, puis de ses petits-enfants, puis de ses arrière-petits-enfants. Puis la mamie qui est toujours présente, qui gâte, qui nous encourage, qui croit en nous. C'est un cadeau d'avoir grandi avec ce modèle de femme-là. Puis je vais dire la même chose quand ça va être le tour de ma mère. C'est un cadeau, c'est vraiment un cadeau qu'on a eu. Puis on a partagé des passions, elle et moi. On faisait de la couture, on faisait de la peinture à l'huile. Fait que c'était le fun d'avoir ce lien-là avec elle. J'avais une toile qu'elle m'avait faite qui était dans ma chambre quand j'étais adolescente. On pouvait parler de ces sujets-là, ça nous liait, elle et moi. Je voulais dire aussi que je trouvais ça vraiment drôle quand elle disait zut. Elle disait tout le temps zut, puis je trouvais ça drôle, puis moi puis Julie, on riait tout le temps quand elle disait zut. Puis là, il y a quelques années, j'ai réalisé que je disais zut tout le temps. Puis j'ai dit, oh my God, je dis zut. Fait que là, ça fait partie de mon vocabulaire. Fait qu'à chaque fois que je dis, je pense à mamie. Je pense à mamie, je dis, ah ben écoute, ça passe de génération en génération. Maman aussi, elle dit. Puis dernièrement, mamie apparaissait pas me reconnaître quand j'allais la voir. Mais ce qui m'a vraiment profondément touchée, c'est qu'il y a quelques fois, quand j'étais avec elle, juste dans le regard, il y a une partie d'elle qui le savait. Puis la dernière fois que je suis allée la voir, ça a été un moment de connexion vraiment profond. Puis c'était au-delà des mots. C'était vraiment dans le regard, je le savais. Puis ça a été tellement touchant comme moment. Puis je me trouve chanceuse que ça a été ça, mon dernier moment avec mamie. C'était vraiment... c'est au-delà de tout. Puis là, maintenant, je suis juste vraiment heureuse qu'elle soit allée rejoindre son papy d'amour. Ça, c'est quelque chose qui me touche profondément. Puis le fait qu'ils soient ensemble, fait que c'est ça. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Puis là, Clémentine, elle voulait dire un petit mot.
que j'aimais beaucoup, c'est que à chaque fois que j'allais te voir, te rendre visite, mamie, tu souriais toujours et tu étais toujours heureuse de me voir. Et moi aussi, j'aimais beaucoup te voir. Et au dernier moment que j'ai pu te voir, j'étais extrêmement heureuse et aussi un peu triste que j'ai pas pu grandir avec toi. Et aussi, à chaque fois que je pensais à ton nom, Aurore, ça me faisait penser vraiment à la princesse Aurore. Fait que ça faisait comme si tu étais vraiment ma princesse, comme une grande princesse pour moi. Je t'aimais vraiment beaucoup, et même encore là. Et je suis vraiment très très heureuse que tu puisses rejoindre même Papy Jean-Guy. Extraordinaire. Je pense qu'on vient d'assister à l'envol d'une profession dans l'art oratoire improvisé avec toute l'élégance qu'elle avait, belle Clémentine. Pour conclure, la dernière et non la moindre, une autre petite fille, Julie Mecteau, que j'invite à venir prendre la parole, s'il vous plaît. Bonjour à vous. On se connaît, on s'est vu, mais je suis Julie, je suis la fille de France, si vous voyez la ressemblance. Moi, j'étais le cadeau de fête de ma mamie. Je suis née la même date qu'elle, j'étais sa filleule. Et ce qui fait de moi non seulement la petite fille d'Aurore Belzile, mais aussi un taureau. Donc, j'avais son caractère et j'en suis très fière. Et ce qui me marque le plus de toutes les choses qu'elle m'a enseignées, c'est vraiment de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Je sais qu'on l'a plusieurs répété. Et aussi d'être vaillante. C'est important d'être vaillante. Donc ça, je l'ai. Pour moi, elle était un modèle de résilience, d'entêtement, de force. Elle écrivait sa propre histoire. Et j'aime dire qu'elle était une femme avant son temps. Récemment, je prenais des notes quand j'allais la voir à la fin parce qu'elle était tellement drôle, puis je trouvais ça tellement beau ce qu'elle disait. Et une des dernières fois que je l'ai vue, elle me répétait « J'ai jamais rien enduré que je voulais pas endurer ». Ça, c'était notre mamie. Puis autant j'ai des super beaux souvenirs de mon enfance, vraiment, c'est les dernières années qui me touchent le plus. Quand elle était séparée de son inséparable, elle avait un vide à combler. Et j'ai été privilégiée de passer des moments avec une mamie plus fragile, plus complexe, plus vulnérable due à la maladie. Et c'était vraiment des beaux moments. Mais le premier moment que je me suis rendu compte que ma mamie était un petit peu plus vieille, c'était très marquant. C'était le Noël 2019, on était au Mont-Sainte-Anne chez André. Et j'étais tellement contente de la voir, j'ai fait un gros câlin, mais j'ai fait un trop gros câlin, puis c'était trop gros. Puis j'ai réalisé qu'elle était fragile à ce moment-là. Puis à l'intérieur, c'est beau ce qui s'est passé, je suis comme devenue en mode « touche pas à ma mamie », je suis devenue très protectrice. Et je tiens à m'excuser à Clémentine et Elliot ce Noël-là parce qu'il pleuvait, il faisait pas beau, il n'y avait pas de neige, on ne pouvait pas sortir dehors, les enfants ne pouvaient pas comme sortir leur fou. Puis j'ai passé tout le Noël à leur dire « Arrêtez, vous allez étourdir mamie ». Puis je me l'ai fait dire souvent quand j'étais jeune aussi. Donc à ce moment-là, surtout avec la maladie, je suis devenue très, très protectrice de ma mamie d'amour. La première fois qu'elle ne m'a pas reconnue, autant c'était triste, mais j'avais beaucoup de joie dans mon cœur parce qu'elle avait une bonne humeur, un humour. Elle était dans son lit, puis elle me regardait, puis elle ne savait pas j'étais qui. Puis elle dit « Vous êtes donc bien belle, vous. » Je dis « C'est un peu à cause de toi. » Et ça, je l'ai noté dans mon téléphone. Elle a demandé à ma mère « France, la fille à côté de moi dit qu'elle a 38 ans. Peux-tu me confirmer ça? » Et elle le dit souvent cette fois-là, en plus. Mais une des dernières fois que je l'ai vue, je vais m'en rappeler toute ma vie, c'était en novembre 2023. Elle avait une fougue, une lucidité. Elle radotait comme un humoriste. On avait FaceTimé Loulou, tu te rappelles? Elle était tellement drôle. J'essayais de prendre des notes. Elle parlait tellement vite. On a tellement ri. Et malheureusement,
avec l'Alzheimer, il y a des bons jours, des mauvais jours. La dernière fois que je l'ai vue, c'était pas un bon jour. Mais moi, ce que je garde dans mon cœur vraiment précieusement, c'est ce dernier moment-là avec elle. Et je vais la chérir à tout jamais. Donc, je t'aime, ma mamie, ton amour de Julie, comme tu m'appelais. Et j'ai pas terminé. J'ai besoin d'une petite gorgée d'eau, est-ce que vous me permettez? J'ai une petite surprise avec l'aide de ma sœur Caro et ma sœur Isa. On va prendre un petit moment pour faire un hommage à France. Pour ceux qui ne le savent pas, ma mère a été proche aidante d'Aurore, mais aussi de Jean-Guy pendant plusieurs années. Malgré son éternel positivisme, la réalité, c'est que c'est une lourde tâche de prendre soin de ses parents. Mais pour ma mère, c'était une évidence, parce qu'elle est bienveillante et généreuse de nature. Tout était beau. Son désir d'aider était plus fort que ses propres besoins. Je veux te le dire, maman, qu'on les voit, les sacrifices que tu as faits. Du temps, tu en as, oui, mais du temps pour toi, tu n'en as pas tant que ça. Être, tu rappelles, 24 heures sur 24 pendant des années, c'est une job à temps partiel. Plus la maladie de mamie avançait, plus tes saisons de ski rapetissaient, et jamais tu te n'en plains. Tu as fait un choix parce que oui, le don de soi, c'est un choix. Et c'est tout à ton honneur. Maman, tu as littéralement été un ange gardien pour Aurore et tu le seras toujours pour tes enfants et tes petits-enfants. Au nom de, je pense, tout le monde, merci d'avoir pris soin de mamie. À ce moment-ci, après avoir entendu tous ces beaux mots d'amour adressés à Mme Aurore, je veux vous donner la possibilité, pour ceux et celles qui le veulent, de vous associer à ces paroles, mais en action. Ce que je veux dire, c'est que vous aurez la possibilité, pour ceux et celles qui le veulent, de pouvoir venir poser la main sur l'urne. Sur l'urne, je me suis permis de faire une petite recherche et j'ai découvert sur Internet une photo d'amoureux. Elle n'est pas claire, c'est sûr, mais c'est l'intention qui compte des fois. Puisqu'ils se sont retrouvés dans un lieu qui est comme un nid d'amour, puisqu'il y a un arbre sur cette urne. C'est un nid d'amour où ils seront en mesure, M. Jean-Guy, Mme Aurore, de pouvoir être tout accueil
à ces mots, à ces gestes de reconnaissance que vous allez pouvoir leur exprimer. Vous aurez la possibilité de venir par famille, par couple, par maisonnée, poser le geste et après retourner à vous asseoir pour conclure la célébration. Il pourrait arriver que parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec le geste que je viens de vous proposer. Sachez que la main sur le cœur est un geste aussi respectueux que celui que je viens de vous parler précédemment. Et pour les gens qui seraient inquiets, à savoir, est-ce que j'ai le petit produit vedette? Bien oui, j'ai apporté le petit produit vedette. Mais ce n'est pas une obligation. C'est tout simplement pour permettre aux gens, après avoir posé la main, de pouvoir l'utiliser, votre désir. Je vais le placer ici tout discrètement. On va être accompagné encore de ces talents que M. Verrette est en mesure de nous exprimer. Et vous serez invités à tour de rôle à pouvoir venir poser ce geste. Merci.
À ce moment-ci, je voudrais être le porte-parole de la famille pour vous dire merci. Merci pour la présence, votre présence ici aujourd'hui. Puis personnellement, je vous dis merci pour la qualité de votre présence aujourd'hui. Parce que personnellement, je n'ai pas senti que vous étiez des spectateurs, des spectatrices. Non. Je pense qu'on a même communié ensemble à un événement unique, de faire de ce moment un moment de gratitude, de reconnaissance, vraiment dans l'esprit de la joie qui habitait Madame Aurore. Je vais vous donner quelques informations sur la façon dont on va procéder pour la suite. Mais avant, puisque nos deux amoureux sont ici présents, Madame Aurore est allée retrouver son Jean-Guy adoré. C'est un petit peu comme si elle nous disait, si je me laisse inspirer d'un texte que je pourrais adapter comme suit, il y a un amour qui l'attend. Et ce qui se passera de l'autre côté quand tout pour moi aura basculé dans l'éternité, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je crois tellement qu'il y a un amour qui m'attend. Il faudra que je fasse, pauvre et sans poids, le bilan de moi. Ne pensez pas que je désespère. Non, je crois tellement qu'il y a un amour qui m'attend. Quand je meurs, ne pleurez pas. C'est un amour qui me prend. Si j'ai peur, et pourquoi pas, eh bien, rappelez-moi simplement qu'un amour m'attend. Il va m'ouvrir tout entière à sa joie, à sa lumière. Oui, Jean-Guy, je viens à toi aujourd'hui dans ce petit vent fret extérieur dont on ne sait ni d'où il vient, ni où il va, mais c'est vers ton amour qui m'attend. C'est dans ce contexte qu'on va permettre à deux amoureux de se retrouver. Je vous disais tout à l'heure qu'ils se retrouvent dans leur petit nid d'amour. Mais je me permets de vous donner la signification réelle du mot qu'on utilise pour parler de la place où on va aller les reconduire, nos amoureux. On appelle ça une niche. Et moi, hier, j'avais des petits-enfants qui disaient « grand-papa », ils venaient reconduire un grand-papa. Puis quand ils ont entendu le mot « niche », j'ai tout de suite vu dans leurs yeux, ils cherchaient quoi? Où était le petit pitou? Et là, je me suis dépêché de leur montrer ce que je porte à ma boutonnière. L'animal qu'il y a d'imprimé dessus, c'est pas un petit pitou, c'est un oiseau, une colombe. La colombe, c'est le symbole du cimetière Saint-Charles. Puis un oiseau, puis là, vous allez vous en rappeler à chaque fois que vous allez faire une petite visite auprès de nos amoureux. Un oiseau, lorsqu'il fait son nid au printemps dans un arbre, on dit qu'il est niché dans un arbre. C'est de là que vient le mot niche. Niché, niche, deux mots de la même famille qui sont en lien avec quoi? Un nid. Un nid, un lieu où il y a une transformation de vie qui se fait. De l'œuf à l'oisillon, on comprend ça. Mais vous, mesdames, vous portez un nid à l'intérieur de vous, votre utérus. C'est un lieu où il y a une transformation de vie qui se fait. D'ailleurs, on le voit, hein? Petite Charlotte et autres, là. Ouais, ben, il y a un nid tout à fait spécial pour nos amoureux. On dit qu'il repose en attente de cette grande transformation de la vie. Ouais. Puis d'ailleurs, on a un adjectif qu'on peut accoler à ça. Des fois, on dit qu'un produit est niché. Un vêtement niché, du chaperon rouge. Hein? Un vêtement d'exception. Ah. Une clientèle nichée. Une clientèle d'exception. Mais je pense qu'on a deux êtres d'exception ici aujourd'hui qui méritent un lieu niché pour eux. J'espère que c'est un petit peu plus doux à votre oreille d'entendre la signification réelle de ce mot. Quand on le prononce ici, c'est avec tout ce respect que nous avons envers les personnes. Et pour aller les reconduire, nous aurons à nous déplacer de ce lieu dans l'autre bâtiment qui est juste en face, l'autre mausolée, Marie de l'Incarnation. C'est là qui est le petit nid d'amour. Après avoir été faire la mise en niche, vous êtes parents et amis invités à vous déplacer dans le bâtiment qui va être à votre droite, le centre d'administration. C'est la seule bâtisse dont les escaliers sont recouverts d'une toile blanche, comme un abri tempo. Salles de réception vous sont réservées pour
une rencontre fraternelle, un crément, pas n'importe lequel, vous sera servi. La perle d'aurore vous attend. Et vous pourrez par la suite continuer avec la famille à fraterniser. Je voudrais en votre nom dire merci à M. Martin Verrette qui nous a accompagnés aujourd'hui de si belle façon. Alors, je vais vous inviter pour ceux et celles qui veulent accompagner nos amoureux à leur dernier repos. Vous aurez la possibilité de reprendre vos vêtements. On va le faire de façon plus solennelle, comme on l'a fait tout à l'heure pour l'entrée, avec son fils Pierre, qui aura l'urne de ses parents. Et on va se diriger vers le mausolée. Et après, salle de réception, où pas n'importe quelle perle vous attend. Merci. Et merci aux gens du web, Serge, M. Serge et les autres personnes qui se sont associées aujourd'hui à cette rencontre de famille. Merci. Bonne fin de journée tout le monde. Un dernier petit mot. Après avoir été reconduire nos amoureux, s'il y a des personnes parmi vous qui aimeraient rendre service à la famille, les magnifiques fleurs qui sont ici appartiennent à la famille et elles pourraient être déplacées du côté de la salle de réception pour qu'ils puissent les rapporter après ça dans chacune de leurs familles. Je suis certain que ça va être apprécié de la famille. Merci beaucoup de votre aide.